Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à Christine, Quentin et Valentin. Remerciements. Mon objectif, au travers de cet ouvrage, a été de donner à un lecteur intéressé par le sujet et non spécialiste, les clés générales de compréhension historique, scientifique et socio-économique des enjeux sanitaires associés à l'évolution de notre alimentation depuis les années 60. Vu l'ampleur du sujet, ce projet fut un véritable défi qui n'aurait pu aboutir sans l'appui constant de mon épouse Christine et de mes enfants Quentin et Valentin. Cet ouvrage leur est dédié avec tout mon amour. Je remercie les différents collègues et amis, membres de mon comité de lecture pour leur aide précieuse. Martin Hirsch, ancien directeur général de l'AFSA, avec lequel j'ai eu le grand bonheur de partager une formidable aventure d'action publique et qui m'a fait l'amitié de me donner son avis sur le manuscrit. Yves Soyeux, professeur de droit alimentaire dont les conseils, la relecture et l'expertise m'ont été précieux. Karine Boquet, spécialiste de la qualité alimentaire pour ses suggestions. Céline Fressonnet dont les conseils et le coaching régulier ont été des moteurs dans l'atteinte des objectifs et des délais. Et Gilles Tristram, directeur général d'AgroParisTech et spécialiste du génie agro-industriel, pour les informations qu'il a pu me fournir. Je remercie aussi Louise Bollor, mon assistante pour son soutien et ses avis toujours très pertinents, Jean-Hugues Bérou pour ses talents de photographe et Jean-Pierre Guaressi pour son aide précieuse. J'ai enfin une pensée pour tous les collègues et collaborateurs avec lesquels j'ai partagé des aventures humaines d'une très grande richesse et qui ont été les acteurs d'une histoire reprise pour partie dans cet ouvrage. CNRS à Lyon, Groupe Danone, AFSA, Groupe d'experts européens, Centre technique agroalimentaire, PME et associations professionnelles. Avant-propos. À quoi devons-nous les nombreuses crises sanitaires alimentaires des années 90 et du début des années 2000 ? Les risques sont-ils plus faibles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier ? Pourquoi l'expertise scientifique a-t-elle autant été mise à contribution et parfois critiquée ? Qu'est-ce qu'un expert scientifique ? Et en quoi sa mission a-t-elle évolué ces 20 dernières années ? Que veut dire une expertise indépendante ? Précaution ou prévention, quelle option privilégier ? Quels seront les enjeux sanitaires qui préoccuperont demain la décision publique et le monde économique ? Quels enseignements et quelles perspectives pour le modèle alimentaire français dans ce contexte ? Après 40 années de bouleversement du secteur agroalimentaire qui a vu s'industrialiser, se massifier et se diversifier une production à l'origine essentiellement artisanale et locale, les années 90 connaissent des modifications majeures de paradigme avec la fin de l'Uruguay Round et la création de l'Organisation mondiale du commerce. Ce dernier acte dans la mise en place de la mondialisation des échanges va provoquer un changement fondamental dans la prise en compte du risque sanitaire d'origine alimentaire dans les politiques publiques, dans les activités industrielles et commerciales, et dans l'alimentation du citoyen consommateur. L'agriculture et la production agro-industrielle vont se trouver plongées dans un contexte socio-économique et politique parmi les plus sensibles de ces 2 dernières décennies. Différents programmes de recherche seront engagés dans le monde, et les résultats vont renforcer l'évolution du cadre de régulation sanitaire internationale. Certains scientifiques fourniront aux industriels et aux pouvoirs publics des moyens d'identifier et d'évaluer les risques sanitaires, et d'orienter les options de gestion préventive à mettre en place. J'ai fait partie de cette communauté de scientifiques et d'experts qui sera fortement mobilisée dans la création des agences sanitaires et de la structuration de l'expertise publique alors que les crises cadenceront notre quotidien. Mondialisation des échanges, crise sanitaire et médiatique, évolution des habitudes de consommation, évaluation des innovations agro-industrielles. Toutes ces questions ont ainsi placé régulièrement les experts au centre des débats de société, pour y jouer un rôle pour lequel ils n'étaient pas toujours préparés. Leur responsabilité s'est trouvée souvent discutée, leur indépendance interrogée, leur crédibilité sollicitée. Ce débat a encore lieu aujourd'hui, et les dernières crises liées aux médicaments en sont une illustration. Afin de bien comprendre quels ont été les principaux facteurs d'évolution qui ont marqué fondamentalement le paysage de l'industrie alimentaire, de la science et de l'expertise, et de la décision publique, je vous propose de faire un tour d'horizon des questions sanitaires associées à l'alimentation, notamment en France.
Il s'agira ensuite d'évaluer l'ampleur de la révolution agro-industrielle qu'ont connue les pays occidentaux des années 50 à la fin des années 80, et d'identifier les conséquences de cette mutation sur la qualité sanitaire des aliments. Nous analyserons les causes des premières grandes crises sanitaires associées aux micro-organismes, survenues entre 1990 et 2010, ainsi que les réponses apportées par les scientifiques, les acteurs publics et les opérateurs industriels. Je vous propose de revisiter cette période marquée par des débats, des négociations, des tensions politiques et économiques, et de grandes avancées dans la maîtrise des dangers pour la santé publique. Ayant été, pendant cette période, personnellement au cœur d'une partie des recherches sur les risques sanitaires alimentaires, des expertises scientifiques et de l'appui à la décision publique, il m'est donc apparu important d'aborder cette rétrospective à partir d'exemples vécus. Ces illustrations concrètes ont été à la croisée d'enjeux économiques et de santé publique, à l'interface de l'exploration scientifique et de l'expertise opérationnelle. Ils constituent des témoignages fondés sur une expérience vécue pour partie dans une institution scientifique publique et pour partie dans une entreprise internationale. Nous connaissons dès à présent une nouvelle complexité. Les enjeux de l'agriculture et de l'alimentation sont de plus en plus au cœur de tensions globalisées, en interrelation avec ceux associés aux autres ressources fondamentales que sont l'eau, la disponibilité énergétique et la biodiversité. À la préoccupation de sécurité sanitaire des aliments s'ajoute celle de sécurité de l'alimentation, approvisionnement, accès à une alimentation sûre et saine pour tous. Cette préoccupation concerne directement ou indirectement tous les pays plus que jamais interdépendants. La recherche d'un nouvel équilibre durable du développement de nos entreprises et plus largement de nos sociétés repose désormais sur la prise en compte de facteurs globaux économiques, sociaux et environnementaux. Les nouvelles règles économiques, les perturbations climatiques fragilisant la disponibilité des produits agricoles, l'évolution démographique et les enjeux associés aux ressources, ajoutent de nouveaux défis à ceux posés par les politiques sanitaires alimentaires. Ces défis plus globaux, plus intégrés, posent des questions scientifiques et techniques pour lesquelles nous n'avons pas de réponse aujourd'hui. En France, les valeurs culturelles et sociales de l'alimentation et les pratiques agroalimentaires sont fondatrices à la fois d'une identité collective forte et d'une compétitivité économique reconnue. Dans l'avenir, les régulateurs publics seront désormais face à des défis d'une ampleur nouvelle. Lesquels ? L'industrie agroalimentaire française, après des périodes de fort développement puis de tensions mettant en difficulté sa compétitivité, doit désormais s'adapter à ce nouveau contexte. Mon ambition est d'aider le lecteur à identifier certains éléments qui conditionneront cette adaptation. S'engager dans l'écriture d'un ouvrage demande de l'inspiration, du travail, de la volonté, de la ténacité. Cela demande aussi un élément déclencheur qui donne l'impulsion suffisante pour ne plus remettre le projet à plus tard. En ce qui me concerne, il s'est agi de la question d'un étudiant lors d'une conférence que je donnais en formation du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Cette conférence portait sur les étapes d'évolution du secteur agroalimentaire, de la sécurité sanitaire des aliments et plus largement des enjeux à venir du développement durable. Après mon intervention, cet étudiant m'a dit : « Monsieur, avez-vous écrit un livre nous permettant de retrouver cette rétrospective générale, car elle nous serait utile pour décoder les crises passées et ainsi mieux envisager l'avenir ?» J'ai pris conscience que cet étudiant, né au début des années 90, avait difficilement conscience des bouleversements qu'ont connus le secteur agro-industriel et notre alimentation, avant et juste après sa naissance. De ce fait, il mesurait mal la robustesse et la portée des dispositions prises par les professionnels comme par les autorités publiques pour garantir la sécurité sanitaire des produits que nous consommons. Il m'est donc apparu important de rassembler les éléments clés de compréhension d'une histoire récente, souvent complexe et ésotérique pour beaucoup. Mon propos n'est pas de fournir une analyse exhaustive, détaillée et scientifique de toute cette période, les historiens et les sociologues sont plus légitimes que moi pour le faire. Il n'est pas non plus un essai à vocation sociopolitique, visant à mettre en exergue d'éventuels dysfonctionnements institutionnels, ou à adopter des positions doctrinaires. J'ai pris plutôt le parti de l'analyse objective. Il s'agit de proposer à un lecteur non spécialiste
une vision panoramique et chronologique des grandes phases d'évolution qui ont marqué nos habitudes alimentaires et les risques sanitaires qui leur ont été associés. À l'interface de la science et de la société, de l'action publique et du développement économique, ces sujets sanitaires ont souvent été source de polémiques et sont encore aujourd'hui très sensibles. Ma volonté est de faire appel aux faits et de prendre des positions fondées sur la raison, afin de donner à chacun une base de réflexion sur laquelle il pourra ajouter ses propres idéaux selon ses préoccupations. Je propose donc au lecteur de prendre avec objectivité une hauteur salutaire sur des questions qui sont souvent source d'inquiétude et de parti pris. Bonne lecture. Citation. Nous ne percevons pratiquement que par le passé, le présent pur étant l'insaisissable progrès du passé rongeant l'avenir. Henri Bergson. Sigle et ABREVIATIONS. ADN, acide désoxyribonucléique. AESA, Autorité européenne de sécurité des aliments. ARN, acide ribonucléique. AFSA, Agence française de sécurité sanitaire des aliments. ANS, Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. CDC, Centre for Disease Control. CNEVA, Centre national des études vétérinaires et alimentaires. Diethylstilbestrol. JA, dose journalière admissible. DJE, dose journalière d'exposition. DJT, dose journalière tolérée. DO, déclaration obligatoire. EFSA, European Food Safety Agency. ENGREF, École nationale du génie rural des eaux et des forêts. ENSIA, École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. ERI, excès de risque individuel. ERU, excès de risque unitaire. ESB, encéphalopathie spongiforme bovine. FAO, Food and Agriculture Organization. GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. ICMSF, International Commission on Microbiological Specification for Foods. INA, Institut National Agronomie. INRA, Institut National de la Recherche Agronomie. INVS, Institut de Veille Sanitaire. IS, Impact Sanitaire. MCJ, Maladie de Creutzfeldt-Jakob. OGM, Organisme génétiquement modifié. OMC, Organisation mondiale du commerce. OMS, Organisation mondiale de la santé. ORD, Organe de règlement des différends. PGM, Plantes génétiquement modifiées. RHF, Restauration hors foyer. SPS, Sanitary and Phytosanitary Measures. TIAC, Toxi-infection alimentaire collective. UHT, ultra haute température. VTR, valeur toxicologique de référence. ou World Health Organization. 1. La SECURITE sanitaire des aliments, notion générale. Nous avons tous en tête des cas de maladies associées à la consommation d'aliments. Certains font écho à une expérience vécue personnellement ou proche de nous. D'autres sont relayés par les médias. Ils engendrent des crises qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins significatives sur nos choix de consommation, sur les décisions prises par les autorités publiques et sur la pérennité des entreprises concernées. La généralisation, ces 10 dernières années, de la communication autour des risques, a sensibilisé les populations à ces sujets. La grande variété des dangers sanitaires, leurs conditions d'apparition, les dispositions mises en œuvre pour éviter leur développement et en réduire l'exposition chez les consommateurs, restent néanmoins des notions complexes. Je vous propose donc de prendre ici quelques lignes pour en aborder les points essentiels. Tout d'abord, il convient de bien distinguer les notions de risque et de danger. Le danger sanitaire alimentaire est tout agent biologique, micro-organisme, contaminant chimique, etc., susceptible de causer un effet adverse, une pathologie chez le consommateur lorsque celui-ci y est exposé. Le risque est la probabilité de survenue de ce danger dans une population donnée de consommateurs définis selon leur mode de consommation, leur état de santé, leur âge.
L'estimation de ce risque dépend de l'exposition, c'est-à-dire de la quantité à laquelle cette population peut être soumise, dose, et de la gravité des effets sur les consommateurs concernés. Valeur du risque égale probabilité, survenue du danger pour une population donnée. Égale F, dose ingérée, gravité. Étant au cœur des enjeux de régulation commerciale, l'analyse des risques a fait l'objet d'une définition précise au plan international lors de la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce. Ces aspects sont détaillés dans la partie 6. Les dangers sanitaires d'origine alimentaire sont en général classés selon leur nature. Nous pouvons distinguer 4 catégories voire tableaux I, chimiques et biochimiques, allergènes, physiques et microbiologiques. Les dangers chimiques. L'organisme est exposé potentiellement à plusieurs dizaines de milliers de substances chimiques étrangères à son métabolisme, xénobiotiques et potentiellement nocives. Leur ingestion au-delà des doses admissibles peut avoir un effet immédiat ou à très court terme, quelques heures à quelques semaines. On parle dans ce cas d'effet aigu. Elle peut avoir un effet cumulatif sur le long terme, plusieurs années jusqu'à une vie entière. On parle dans ce cas d'effet chronique. Au cours de l'évolution, nos organismes ont mis en place des dispositifs de défense plus ou moins efficaces en cas d'agression. Si ces molécules sont des protéines, en règle générale le système sollicité est le système immunitaire. Lorsque les substances sont d'une nature chimique différente, organique ou minérale, l'effet sur l'organisme peut être plus ou moins atténué par des systèmes complexes de protection et de réparation. Les dangers chimiques peuvent être d'origine naturelle, toxines environnementales ou anthropogéniques, c'est-à-dire liées à l'activité humaine. Parmi les toxines naturelles, certaines sont produites par des micro-organismes présents dans les environnements au contact des denrées alimentaires. On peut ainsi citer les cyanotoxines produites par des cyanobactéries, qui peuvent proliférer dans les réserves d'eau douce et contaminer un silo de boissons. Les phycotoxines, quant à elles, sont produites par certaines espèces de plancton marin. Lorsque ce plancton prolifère, les toxines se retrouvent en concentration importante dans le système digestif des coquillages filtreurs, huîtres, moules. Il existe enfin une grande variété de toxines produites par des micro-organismes qui contaminent les matières premières agricoles et les produits alimentaires, voire ci-après. Les contaminants d'origine anthropogénique sont d'une très grande variété. Leur présence dans les aliments peut être due à une contamination des matières premières agricoles, de l'eau et des ingrédients utilisés pour l'élaboration des produits, pesticides, métaux lourds, résidus d'antibiotiques, à une contamination par l'environnement de fabrication, de stockage et plus généralement par l'environnement industriel, par exemple. Désinfectants, lubrifiants, fluides frigorigènes, polluants aéroportés. Au procédé de fabrication par la création de molécules résultant de la transformation des sucres, des lipides, etc. Néoformation. À une migration de l'emballage vers le produit de composés volatiles et ou solubles. L'évaluation du risque pour une population de consommateurs exposés à un danger chimique donné conduit à déterminer sa valeur toxicologique de référence, VTR. Cette VTR permet ainsi d'établir une relation entre une exposition à la substance chimique et un effet adverse chez l'homme. Cette valeur est spécifique d'une substance, d'une durée d'exposition aiguë chronique, d'une voie d'exposition, ingestion, inhalation, contact cutané et d'une population. L'estimation d'une VTR résulte d'une analyse associant des données épidémiologiques et des données de laboratoire obtenues sur cellules, organes, et classiquement sur animaux selon des protocoles spécifiques. L'estimation de la VTR s'appuie sur une expertise collective exigeante visant à étudier l'effet adverse pris en compte, la qualité des données disponibles, le modèle définissant la relation entre la dose et l'effet, les facteurs de sécurité à appliquer pour extrapoler les données obtenues au niveau expérimental à la situation réelle pour les consommateurs. Comme l'indiquait au XVIe siècle Paracels, pionnier de la toxicologie moderne, toutes les choses sont poison et rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas un poison. Alding sin Gift und nicht zum Gift. Allein die Dosis macht das ein Ding kein Gift ist. 1. Certains dangers chimiques provoquent ainsi, au-delà d'une certaine dose, des dommages dont la gravité est proportionnelle à la dose absorbée. On parle dans ce cas d'une VTR à seuil de dose. Dans ce cas de figure,
Les doses fixées pour prévenir de ce danger peuvent être des doses journalières admissibles, DJA, en mg kg/j, ou tolérables, DJT, des concentrations ou doses de référent. Pour une population susceptible d'ingérer une dose journalière d'exposition, DJE, mg kg/j, d'un danger chimique à effet de seuil. Si DJA-DJE plus petit que 1, l'exposition est considérée comme dangereuse. Si DJA-DJE plus grand que 1, l'exposition n'est pas considérée comme dangereuse. Pour d'autres dangers, l'effet adverse se produit lorsqu'une quantité très faible de la substance est absorbée. On parle dans ce cas de VTR, sans seuil de dose. Dans ce cas, le critère permettant de gérer le risque se définit comme la probabilité supplémentaire qu'un individu développe la pathologie à une unité de dose de la substance considérée, ou excès de risque unitaire, ERU, mg kg/j-1. Dans ce cas, pour une DJE donnée, on peut calculer la probabilité supplémentaire qu'un individu développe la pathologie au cours d'une vie entière, ERI, excès de risque individuel. On peut aussi évaluer l'impact sanitaire, IS, dans la population, ou nombre de cas supplémentaires dans la population. ERI égale GX-ERU x durée d'exposition rapportée à l'espérance de vie. IS égale taille de la population considérée, X-ERI. Les allergènes. Les allergènes alimentaires sont des dangers pour lesquels le seuil de dose est très faible. Il existe une très grande variété de molécules alimentaires, ayant des propriétés allergéniques. En France, la prévalence des allergies alimentaires est estimée à environ 3% de la population. Un rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, publié en 2002, fait un point assez exhaustif sur ce type de danger. Il rappelle qu'à sa date de publication, les aliments allergènes les plus fréquents en France étaient: chez l'enfant, l'œuf 34%, l'arachide 25%, le lait 8%, le poisson 5%. Chez l'adulte, les allergènes d'origine végétale pour 37% environ. Les dangers physiques. Par danger d'origine physique, on entend généralement la présence de corps étrangers dans les produits pouvant provoquer des affections ou des accidents suite à leur ingestion, par exemple de morceaux de verre, de métal. Ces dangers sont associés à des accidents de procédés de fabrication, et leur probabilité d'occurrence s'accroît potentiellement avec le nombre d'opérations unitaires effectuées sur le produit. Les dangers microbiologiques. Les dangers microbiologiques peuvent être des bactéries, des virus, des moisissures et des parasites. Pour certains de ces micro-organismes contaminants alimentaires, la pathologie chez le consommateur est le résultat de la combinaison des propriétés infectieuses du micro-organisme, de l'exposition à une dose critique et de l'état physiologique du consommateur. Pour les bactéries, cela concerne par exemple Listeria monocytogène, qui provoque des syndromes fébriles pseudogrippaux, des gastro-entérites, des méningo-encéphalites, des infections fœto-placentaires. Les salmonelles, qui selon les cas provoquent des gastro-entérites, des colites hémorragiques, des septicémies aiguës. Escherichia coli vérotoxique et entérohémorragique, qui selon les types provoquent des gastro-entérites, des syndromes hémolytiques urémiques. 3. Par cette exposition alimentaire se manifestent aussi les pathologies d'origine virale, virus des hépatites A et E, norovirus des gastro-entérites, et parasitaires généralement associés aux viandes et poissons crus, trichine, ténia, anisakis. Parmi l'ensemble de ces micro-organismes pathogènes, nombreux sont ceux qui sont transmis de l'animal à l'homme. On parle alors d'agents zoonotiques. Les zoonoses peuvent être alimentaires ou non alimentaires, tels que la tuberculose bovine ou la grippe aviaire que nous n'évoquerons pas ici. Parmi les zoonoses alimentaires les plus connues, on peut citer la salmonellose, la listériose, la toxoplasmose, la trichinellose, la campylobactériose, la brucellose, les affections à staphylocoque. D'autres micro-organismes ont la propriété de synthétiser et de diffuser dans les produits alimentaires des substances toxiques pour l'homme, toxines. Cette production toxinique est d'autant plus importante que la population microbienne s'accroît par multiplication dans la denrée. Dans ce cas, la pathologie chez le consommateur résulte de l'ingestion d'une concentration critique de ces toxines, voire si avant. On compte parmi ces toxines, la toxine botulinique qui est une des plus puissantes connues. Cette toxine est produite par Clostridium botulinum,
qui a la particularité de se multiplier dans les milieux anaérobies sans oxygène comme les conserves. On peut citer aussi la toxine staphylococcique qui provoque des symptômes digestifs aigus, violentes nausées et spasmes abdominaux, d'une demi-heure à quelques heures après l'ingestion. Cette toxine produite par Staphylococcus aureus a la propriété d'être thermostable, peut rester active après un traitement de 30 minutes à 100 degrés Celsius. Un autre micro-organisme, Clostridium perfringens, est lui aussi responsable, par l'intermédiaire de toxines, de très nombreuses affections intestinales. Cette bactérie est potentiellement présente dans les plats cuisinés et dans les viandes en sauce. Outre les toxines produites par les agents bactériens, d'autres toxines, les mycotoxines, sont élaborées par différentes espèces de moisissures présentes dans des matières premières végétales et animales. Ces dernières, selon leur nature chimique, peuvent avoir des effets hépatotoxiques, neurotoxiques, mutagènes, tératogènes, cancérigènes et immunosuppressives. Ces toxines ont été à l'origine de fléaux redoutés pendant des siècles tels que le mal des ardents, l'ergotisme, qui provoque des convulsions digestives et neurologiques ainsi que des altérations circulatoires. Elles résultaient de la consommation de blé ou de seigle contaminé. Le risque microbiologique pour le consommateur dépend donc de la vérification des conditions suivantes. Le micro-organisme pathogène doit se retrouver par contamination dans le produit. 2. La quantité de cellules microbiennes ou de toxines produites doit être ingérée par le consommateur à une dose critique qui varie selon la nature du micro-organisme et selon l'état physiologique du consommateur, âge, grossesse, immunodéficience. 3. S'il s'agit de bactéries ou de moisissures, il est généralement nécessaire qu'elles se multiplient dans le produit pour atteindre les concentrations critiques évoquées précédemment. Les conditions de contamination et de multiplication peuvent être très différentes d'un agent pathogène à l'autre. Elles dépendent des pratiques de production, de préparation et de consommation, ainsi que des paramètres de l'environnement dans lequel est placé le produit alimentaire. La plupart des bactéries, virus et parasites peuvent se trouver dans les différents compartiments de l'environnement: eau, sol, air, matière organique. De ce fait, la contamination d'un produit agro-industriel peut être causée par l'utilisation de matières premières contaminées, viande, légumes, lait de collecte, ingrédients, par l'opérateur préparateur qui manipule les denrées, par l'eau industrielle, l'air, contamination aéroportée, les surfaces des matériels et des supports utilisés. De ce fait, éviter les contaminations consiste à s'assurer d'une qualité satisfaisante des matières premières, d'une hygiène des mains et des surfaces des matériels au contact des produits, de l'utilisation d'une eau saine. Lorsqu'une quantité ou concentration de micro-organismes est présente dans le produit, son évolution, multiplication, stabilisation, réduction dépend de facteurs extrinsèques au produit, température, composition de l'atmosphère de conditionnement, des éléments de composition des produits plus ou moins favorables à la multiplication des cellules microbiennes, sel, sucre, pH, nature des acides organiques, phénol, éthanol, de l'état physiologique des micro-organismes au moment de leur contamination dans le produit, état de stress, état de dormance, de la durée entre les étapes de contamination et de consommation, de la présence d'autres micro-organismes constituant un écosystème microbien, flore, favorable ou défavorable au développement des contaminants considérés. La destruction ou la réduction des populations de micro-organismes dans les matières premières et les produits transformés est généralement assurée par l'emploi de traitements thermiques définis par le couple température, durée. Ce couple, ou barème, varie selon les objectifs de destruction. Par exemple, le couple 121 degrés Celsius 3 minutes obtenu à cœur du produit permet une réduction d'un facteur 1012 de la concentration de spores de Clostridium botulinum, particulièrement résistante à la température, soit une concentration 1000 milliards de fois plus faible après traitement. Ces barèmes peuvent être adaptés non seulement aux dangers microbiologiques susceptibles d'être présents dans le produit, mais aussi aux objectifs de qualité du produit, composition, texture, goût, aspect. Ils peuvent être très variés. Il peut s'agir de traitements de stérilisation, de pasteurisation, de flash pasteurisation à ultra haute température sur une durée très courte. Outre les traitements thermiques, il existe d'autres méthodes permettant de réduire la concentration microbienne d'un produit.
Certains de ces traitements sont associés à des innovations technologiques récentes, traitements ultraviolets, rayonnement ionisant. D'autres sont utilisés depuis des siècles, voire des millénaires par les sociétés humaines. Acidification par fermentation lactique par exemple, ajout de composés phénoliques tels que le thymol via les plantes aromatiques, le génol via le clou de girofle, phénol issu du fumage, suppression d'apport en oxygène par excès de graisse par exemple, réduction de la teneur en eau libre par séchage, fumage, saumurage, saturation en alcool ou en sucre. Lorsque ces traitements sont imparfaits ou lorsque les contaminations surviennent dans des produits qui ne sont pas ou peu traités avant consommation, il peut y avoir multiplication des micro-organismes contaminants. Dans ces conditions, les populations microbiennes présentes dans les produits se multiplient de façon exponentielle. La population double à chaque intervalle de temps de génération, qui, dans les conditions les plus favorables de température et de composition, peut être de quelques minutes. Il existe un moyen de prévoir la valeur de ce temps de génération, ainsi que d'autres données qui conditionnent l'évolution de ces populations microbiennes dans les produits. Cette prévision se fait à partir de modèles que nous détaillerons dans la partie 5. Cas particulier du prion. Il reste un danger considéré comme non conventionnel et souvent classé parmi les dangers microbiologiques, alors qu'il est surtout d'origine biochimique. Il s'agit du prion. Cet agent transmissible est une forme anormale d'une petite protéine ou peptide, PRPC, présente dans le système nerveux de nombreux mammifères. Lorsque cette forme prion, PRPC anormale, se trouve dans le système nerveux central et périphérique, il se produit un recrutement progressif de cette forme par transformation de la PRPC normale en forme anormale et une accumulation de ce prion dans les tissus nerveux. Cette accumulation s'accompagne d'un dépérissement des zones concernées. Le prion est ainsi responsable de la maladie dite de la vache folle chez les grands ruminants, de la tremblante chez les petits ruminants, moutons, chèvres, et du courroux ou de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, MCJ chez l'homme. Il a été montré que cet agent est transmissible dans un contexte intra- et interspécifique, entre espèces, par consommation de produits carnés contenant le système nerveux contaminé. Tableau 1. Classification des dangers alimentaires. 2. Les grandes VOLUTIONS du secteur agroalimentaire occidental, jusqu'à la fin des années 80. Avec la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, le monde occidental connaît des changements économiques et sociaux fondamentaux. Le développement des populations non agricoles urbaines et prolétariennes génère de nouveaux besoins alimentaires en qualité et en quantité. Les défis techniques et productifs qui naissent alors sont certes soutenus par les premières mécanisations des productions agricoles et agro-industrielles, mais elles sont mises à rude épreuve par 2 guerres mondiales et des crises économiques et sociales sans précédent. Les progrès scientifiques et technologiques réalisés pendant l'entre-deux-guerres sont malgré tout importants, et les possibilités pour améliorer le bien-être des populations sont immenses. Ainsi, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les peuples connaissent des besoins d'urgence notamment alimentaires. Ils ont aussi une aspiration profonde de reconstruction, de nouveaux horizons, d'un nouveau développement. Le défi d'après-guerre visant à fournir l'alimentation à des sociétés affamées en reconstruction conduit les principaux pays industrialisés à développer un savoir-faire productif et industriel de haut niveau. Ce développement s'inscrit dans une dynamique économique et sociale favorable qualifiée de Trente Glorieuses. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.